Qu'est-ce qui vous gratouille avec Darwin, Didier Raoult? Vous êtes agacé par quoi sa figure même, tout ce qui s'est cristallisé autour de sa personne? Non, si vous voulez, je suis, quand je précise que je ne suis pas religieux, c'est parce que je ne suis pas idolâtre. Je n'aime pas les idoles. Donc je ne crois pas, bon, pas plus aux idoles scientifiques qu'à toutes les autres idoles. Et donc au moment du bicentenaire de sa naissance, il y a eu une telle idolâtrerie, mais y compris dans les meilleurs journaux, dans Science, dans Nature, tout le monde dit oh, le dieu Darwin, que si vous voulez, j'ai commencé à être irrité et j'ai fait que je n'avais pas fait avant, je l'ai lu. Et c'est un tissu d'annérie, c'est un tissu de bêtises. Et en particulier, moi je conseille à n'importe qui de regarder sur Google, alors que c'est devenu une espèce d'idole de la gauche contre la chrétienté ou la Bible traditionnelle. Si vous lisez L'origine de l'homme, vous êtes sidéré. Darwin, qui était une ignorance terrible, pensait que les Africains ne pouvaient pas se reproduire avec les Européens, ou qu'ici se reproduisaient, ça donnerait des mules, c'est-à-dire des animaux hybrides incapables de se reproduire entre eux. C'est d'une ignorance qui est tellement extrême. Moi je vous suggère de lire ça. Une fois qu'on a lu ça, on ne peut plus sacraliser ça. Qu'il ait été une étape dans la pensée, c'est incontestable, mais il faut désacraliser tout ça. On fait de la science, on ne fait pas de la religion. Voilà. Bon, sauf que c'est totalement politiquement incorrect de parler de Darwin en ces termes-là aujourd'hui, parce que c'est une idole à laquelle on a du mal à toucher quand même, hein. Oui, si vous voulez, c'est une vraire question. Moi, c'est une question que mes proches m'ont posée beaucoup. Il y a quelqu'un qui a posé cette question, qui a pris malheureusement cette question de manière inverse à la mienne, qui est Bruno Latour, qui avait fait la même chose, un livre sur Pasteur, et qui ensuite a fait un espèce d'acte de contrition en disant on n'a plus le droit de dire que la science est culturelle parce que ça donne des armes aux gens qui sont anti-scientifiques. Ouais. Et vous vous dites ben non, faut le faire quand même. Bien sûr, notre rôle, nous, ça n'est pas de défendre la science comme religion, mais de la science comme fait. C'est-à-dire comme il faut. Personne ne peut contester qu'on soigne les gens. Les OGM, les OGM, ça fait 40 ans qu'on soigne le diabète avec des OGM. Enfin, donc il faut revenir sur Terre. Et de toute manière, quand on ment aux gens, ils finissent par le savoir. Et d'ailleurs, le plus grand mouvement scientifique, qui est complètement l'inverse de ce que disait Latour, actuellement, c'est un énorme mouvement scientifique qui est celui de la remise en cause de la reproductibilité d'un certain nombre de phénomènes scientifiques. Et ce que l'on voit, c'est que pour des choses comme le cancer, par exemple, on est en train de regarder les 50 papiers les plus célèbres du cancer, il y a probablement la moitié qui sont faux, qui ne sont pas reproductibles. Donc c'est comme ça. Ça dit quoi de la science, ça, au fond? Ça dit que ce qu'en disait Latour, qui est extrêmement intelligent, c'est qu'une part de la science est factuelle, et une part de la science est une science culturelle. Et il y a, ce que ça dit, c'est qu'il y a des phénomènes scientifiques qui n'existent que dans un laboratoire. Donc ça n'est pas de la science généralisable, c'est les conditions d'observation et de réalisation ont permis dans un laboratoire de faire quelque chose qui n'est pas généralisable. Oui, mais sauf que... Démonstration irréfutable du transformisme qu'apporte Darwin dans l'origine des espèces. Toutes les preuves qu'il produit en faveur de l'évolution sont celles-là même qu'aujourd'hui encore nous utilisons. Preuve par la classification, preuve par l'anatomie comparée, preuve par les organes rudimentaires, preuve par les fossiles, preuve par les embryons. De surcroît, Darwin ne se contente pas de montrer que l'état présent du monde organisé ne se peut interpréter qu'à la lumière de l'hypothèse transformiste. Il propose une explication même du mécanisme de l'évolution, et c'est la fameuse théorie de la sélection naturelle. Dès lors que dans toute espèce, il n'est beaucoup plus d'individus qui n'en peut survivre à l'état adulte, chaque être doit soutenir pour l'existence une lutte sévère. Est-il pas naturel de penser que dans chaque génération, les survivants seront les mieux doués, les mieux qualifiés pour vaincre, et par suite ceux qui présentent par le hasard de la naissance les caractères les plus avantageux. S'il en est bien ainsi, et puisque les caractères se transmettent par voie d'hérédité, on doit s'attendre que cette élection, cette sélection constamment renouvelée, finira par faire progresser l'espèce en l'adaptant toujours davantage aux conditions d'existence. Alors, Didier Raoult, les propos de Jean Rostand, justement, tout ce qu'il décrit s'est dépassé aujourd'hui? Oh oui, c'est idiot. C'était même idiot. À l'époque, il y avait, si vous voulez, les gens disent maintenant, vous dites ça. Maintenant, Darwin, bien sûr, moi j'ai pris tout ce qu'il disait, on a montré que chacun des trucs était approximatif ou entièrement faux. Ça y est d'ailleurs dans cet ouvrage. Mais si vous regardez quelqu'un qui est son contemporain, qui est Frédéric Nietzsche, qui disait, enfin écoutez, n'importe qui, à l'observation, on voit bien que c'est la médiocrité qui triomphe et pas l'élite. Enfin, c'est pas vrai. C'est un truc que tout le monde sait ça sous les yeux. Jamais personne n'a vu que les humains les plus performants dans la scène donnée avaient plus d'enfants que les autres. C'est idiot. C'est pas vrai. C'est une vue de l'esprit. Et alors, l'évolution lente et graduelle, ça aussi, c'est à rejeter complètement aujourd'hui, parce que c'est ignorer ce que vous dites, hein, tous les phénomènes catastrophiques, justement, qui interviennent au hasard. Bien sûr, on sait en plus pourquoi, on sait très bien pourquoi Darwin pensait ça. C'est parce qu'il y avait deux affrontements à l'époque de Darwin. Il y avait un affrontement. La vraie question, c'était comment expliquer les fossiles.
Et donc, il y avait les fixistes. Moi, bien sûr, je pense que les fixistes ont encore plus tort que Darwin. Mais les fixistes qui disaient, écoutez, non, les choses ont toujours été pareilles, mais il y a eu un certain nombre de catastrophes qui a fait détruire des animaux en même temps que les animaux modernes existaient. D'accord ? Et à côté de ça, et donc, c'était les gens qui donnaient comme explication fossile la catastrophe. Et donc, Darwin était hostile au principe de la catastrophe parce que ça contredisait l'évolution telle qu'il la voyait. Et donc, c'est pour ça qu'il dit plusieurs fois, il dit au moins 10 fois dans son livre, la nature ne fait pas de saut. C'est pas vrai, ça n'existe pas. Donc tout ça est graduel, progressif. On sait que c'est pas vrai, et puis deuxièmement, on sait qu'il y a une partie du transfert de l'information qui est lamarckien, et puis troisièmement, une partie importante, probablement une des parties plus importantes. Voilà, donc c'est à l'instant. La tête au carré, Mathieu Vidard. Voilà, Didier Raoult, libre penseur avec ce livre « Arrêtons d'avoir peur », c'est aux éditions Michel Lafon. On parlait de Darwin tout à l'heure. Quand on n'est pas dans le camp de Darwin, forcément, on vous classe dans le camp des créationnistes, Didier Raoult. C'est votre cas ou pas? D'ailleurs, vous écrivez à un moment « Je suis créationniste », mais c'est juste histoire de faire de la provoque. Même pas, c'est-à-dire, je pense que le fait de nommer... Je fais partie des gens qui ont beaucoup aimé les postmodernes, c'est-à-dire, j'adore que les qualificatifs soient exacts, les mots soient exacts. Et donc, les créationnistes ne sont pas du tout créationnistes, au contraire, ils sont anti-créationnistes, c'est les fixistes. On les appelait comme ça, et puis c'est les Anglais qui ont appris ça, les créationnistes. C'est-à-dire qu'ils pensent que rien n'a bougé, rien ne change, et c'est un mouvement de pensée extrêmement important, et de l'autre côté, il y a les gens qui pensent que tout bouge tout le temps. Donc moi, la raison pour laquelle je n'ai pas une grande estime pour Darwin, c'est parce que Lucrèce écrivait ça au IIe siècle avant Jésus-Christ, et c'était infiniment plus crédible et plus proche de ce que nous savons scientifiquement que ce qu'écrit Darwin. Donc c'est pas Darwin qui a inventé, il y a eu un moment où le côté du pouvoir a été celui de Platon, Aristote, et qui a fixé les choses en disant, voilà, les choses, sont fixes, et deuxièmement, quand elles changent, c'est pour aller vers un but. Ouais. Voilà. Mais c'est compliqué de vous définir au fond. Hein. Quand on lit ce livre, on se dit, mais il est placé où alors? Parce que athée sceptique, bon d'accord, pas darwiniste, pas créationniste. Non mais en particulier, ce qui est l'ambiguïté du mot créationniste, c'est que, et de la pensée darwinienne, c'est que ça nous a empêché de voir qu'il se crée sans arrêt des choses. En particulier, il se crée des gènes, il se crée des protéines nouvelles. On ne peut pas imaginer que depuis 3 milliards d'années, tout ce que nous avons dérive de choses. Non. Ce qui est une vraie, en partie, c'est qu'on utilise le même code génétique. Pour le reste, il naît des protéines sans arrêt, il naît des organismes sans arrêt, chimériques, mélangés. On va y venir, et donc, l'hypothèse darwinienne ne peut absolument pas intégrer ni le chimérisme, ni la créativité permanente de la nature. Donc il y a une créativité permanente de la nature, c'est pour ça que peut-être je suis un créativiste, mais en tout cas, je ne crois ni au fixisme, ni à l'évolution telle qu'elle est définie, avec tout dérive de quelque chose de connu, ce qui est l'hypothèse de l'arbre de la vie qui est sorti directement de la Bible. Ouais, et ça, l'arbre de la vie, justement, vous le rejetez, l'idée même d'un premier ancêtre commun? Si vous voulez, l'arbre de la vie tel qu'il est représenté par Darwin, plus personne de scientifique n'y croit. C'est-à-dire que c'est un buisson complexe, alors les gens appellent ça un réseau, moi j'appelle ça un rhizome, mais de toute manière, il y a des gens qui disent que c'est l'arbre de 1% des gènes, qui est probablement moins que ça. Ouais. Donc pour les bactéries, c'est de l'arbre de 1 pour 1000 des gènes. Donc ça ne représente pas la réalité. En réalité, tout ça, on n'évolue pas sur des branches qui sont différentes, tout ça se remélange sans arrêt. Ouais. Par exemple, c'est ce donc il n'y a pas de dernier ancêtre commun non plus. Moi, je ne crois pas qu'il y ait de dernier ancêtre commun. Après, on peut dire que le dernier ancêtre commun, c'est le code génétique. Je n'en sais rien. Je pense qu'il y a des choses qui se sont recyclées, en particulier dans ce qu'on appelle le dernier ancêtre commun, c'est l'ancêtre des cellules telles qu'on les connaît maintenant. Lucas? Oui, mais ça, les évaluations qu'on a qui valent ce qu'elles valent, hein, on prédit pas plus le passé que l'avenir, mais c'est que c'est relativement récent, c'est-à-dire ça a 1,5 milliard d'années ou 2 milliards d'années. Et il y a des protéines dont on sait qu'elles sont beaucoup plus vieilles que ça, qui appartenaient à des choses qui ont disparu et qui ont été recyclées. Donc ça, c'est un point sur lequel on voit émerger les choses, et il y a un vrai mouvement scientifique de pensée qui est alternative par rapport à cette vision-là, qui se développe et qui devient majoritaire. Didier Raoult, la science a des choses très claires à nous dire également au sujet de la question des races, avec un sujet qui revient régulièrement sur le tapis. C'était le cas en septembre dernier grâce à Nadine Morano. La France est un pays aux racines judéo-chrétiennes. La France est un pays de race blanche dans laquelle on accueille aussi des personnes étrangères, comme le disait le général de Gaulle. Mais c'est comme ça, on n'a pas le droit de dire non, mais le mot noir, c'est vous et moi, je suis désolée. On n'a pas le droit de dire le mot noir. Les Antilles sont comment au niveau de la race blanche? C'est une phrase du général de Gaulle, c'est pour ça qu'elle dit ça, excusez-moi. C'est une phrase du général de Gaulle. Mais répondez-moi, ils sont pas blancs. Mais non, ils sont pas blancs, ça n'empêche pas qu'ils sont français. Non, mais vous dites que les racines de la France, la France est blanche, donc je m'interroge sur les Antillais qui écoutent l'émission ce soir. Ils disent, mais c'est pas tellement blanc. Non, mais c'est vrai, ce que vous dites est vrai. À majorité, quand même, pardon de le dire, de race blanche,
Alors, Didier Raoult, il faut donner des cours de science aux hommes politiques, et pas seulement à eux d'ailleurs. Hein. Il n'y a pas de Français de souche, il n'y a pas de race humaine, il n'y a pas de peau noire ou blanche, c'est une réalité. Ah bien sûr, c'est impossible de définir des Français de souche pour une bonne et simple raison, c'est ce que j'essaie d'expliquer, c'est que tout bouge tout le temps, y compris les frontières de la France. Donc la France, je vous rappelle que jusqu'en 1962, il y avait 3 départements algériens. Je vous rappelle que le comté de Nice est devenu français à partir de 1860. Donc la France n'est pas une entité géographique définie, donc sa population n'est pas définie, et puis la population a sans arrêt bougé. Et la France est faite, en plus elle est placée à une intersection de l'Europe qui fait, entre la Méditerranée d'un côté, le nord et les Allemands à droite, on a été une terre qui a passé sa vie à être envahie. Moi, par exemple, on n'a pas le droit de faire ça en France, mais aux États-Unis, on a le droit de faire ça. J'ai regardé quelles étaient mes origines génétiques, et ça m'a beaucoup irrité. C'est scandinave, c'est ça? À 80%, oui, parce que ma famille venait essentiellement de Normandie et du nord de Bretagne. Donc je suis un enfant très loin du migré. Voilà. Madame Morano aussi, d'ailleurs. Et donc je suis d'ailleurs frappé que beaucoup d'hommes politiques qui interviennent sur la nature d'être français sont des enfants d'émigrés. C'est un peu étrange. Il y a une chose qui a certainement un sens, si vous voulez, mais les plus acharnés à défendre la nouvelle francité, ce sont des gens qui renient leur propre origine, et c'est assez intéressant. Ouais. Quant à la race blanche, moi je vous conseille, en réalité il y a un gradient qui va de l'extrême nord de l'Europe jusqu'à l'Afrique centrale, qui va du plus clair au plus foncé, et il n'y a pas un endroit où ça saute. Tout ça est continu. Et bien entendu, ce qui a différencié, c'est la base du racisme moderne, ça a été quand les Anglais sont allés en Afrique. Alors là, nous, dans la Méditerranée, on a toujours eu cette progression. Parce que là, il y avait vraiment un choc, une vraie différence de couleur entre les gens très clairs et les gens très foncés. Quant à blanc et noir, bien entendu, c'est une fantaisie. Mettez votre main sur un papier blanc et vous verrez bien que c'est pas blanc, ça n'a pas de sens, c'est idiot. Avec l'idée aussi que le métissage, c'est la règle dans la nature. Oui, bien sûr, vous ne pouvez pas empêcher. Et on n'y échappe pas. Non, parce que le désir est incompréhensible. Et donc, le désir ne répond pas à quelque chose de scientifique. Ouais. Donc, dès qu'on se rencontre, en réalité, on fait ensemble, que l'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, que ce soit officiel ou que ce soit pas officiel, on fait du métissage. Mais cette question est une question qui scientifiquement a une importance absolument considérable. Cette vision de darwinisme, cette vision des races, a empêché de comprendre que nous étions un mélange, et c'est une grande question scientifique, j'ai plus grande difficulté à faire passer ça. Nous sommes un mélange d'hominidés dans le monde, de sources différentes. Et en particulier, nous, ici en Europe, on a une proportion de Néandertal qui n'est pas négligeable. Notre peau claire, on la doit à Néandertal, très clairement. Probablement en partie, oui, probablement en partie. L'autre chose, c'est que, là aussi, si vous voulez, noirs, pendant très longtemps, les gens ont pensé que les Mélanésiens, c'est-à-dire les gens qui ont la peau la plus sombre au Pacifique, avaient quelque chose à voir avec les Africains. Ils n'ont strictement rien à voir. Génétiquement, ils sont complètement différents. De la même manière qu'en Inde, où il y a le même gradient nord-sud de peau foncée, les gens qui ont une peau foncée, qui sont très foncés, les Indiens du Sud, ils n'ont rien à voir ni avec les Africains ni avec les Mélanésiens. Donc la couleur ou le fait que la peau soit plus ou moins teintée n'a strictement rien à voir avec le fait on vienne génétiquement d'un endroit ou d'un autre. Donc ça n'est pas une définition scientifique, c'est une définition d'observation. Les gens sont plus ou moins foncés, bien sûr ils sont jamais noirs, ils sont jamais blancs, ils sont plus ou moins foncés, de beige à rose en passant par bronzé, en passant par chocolat ou café, si vous voulez, mais noir et blanc n'existe pas. Et nous sommes tous des bâtards en quelque sorte. Ah, oui, bien sûr. On peut le rappeler, et vous l'écrivez. Oui, d'ailleurs, ceux qui ont la curiosité de le faire et qui ont de quoi le payer, ça coûte à peu près $200, peuvent tester à 23,5 aux États-Unis, vous envoyez un peu de salive, et on vous fait toutes vos origines, et vous êtes terrifiés, parce que vous voyez, vous avez des morceaux qui viennent de tout, un peu de Néandertal, un peu d'Afrique. Pour ceux qui défendent l'idée de Français de souche, ça fait très très mal. Hein, ah oui. Puisque nous descendons tous d'immigrés, effectivement, et nos ancêtres ne sont donc pas les Gaulois, l'évolution.